Donc 50 conseils en vente en quelques minutes, je ne sais pas exactement combien. Juste pour rappel, pourquoi est-ce que vous devriez m'écouter sur ce sujet. Donc ce que je disais hier, on a vendu pour plus de 10 millions d'euros en tout. Moi, j'ai fait plus de 500 appels de vente. On a recruté et formé avec Edouard, je pense, autour de plus de 20 closers. Certains qui n'y connaissaient rien avant. Moi, j'étais le premier vendeur de ma boîte. Ensuite, j'ai formé mon petit frère Edouard, qui lui a formé tous nos premiers sales, qui a été le premier sales manager, qui a formé nos sales managers, qui a formé Fabien, et Fabien est en train de former mon dernier petit frère. Donc, d'une certaine façon, on a la boucle qui est en train de se boucler. J'étais sûrement dans le même cas que beaucoup d'entre vous. Je détestais la vente et je détestais les appels de vente. J'avais beaucoup d'a priori négatifs sur ce que c'était et j'étais loin d'être bon. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, j'ai fait mon premier close. Et c'est-à-dire qu'en 45 minutes, j'ai réussi à vendre pour la première fois, alors que à ce moment-là, en plus, j'avais absolument rien. J'avais pas de site internet, j'avais pas de VSL, j'avais pas de funnel. C'était une personne que j'avais démarché par SMS. J'avais fait l'appel au téléphone, donc c'était même pas par visio parce que Zoom, ça n'existait pas encore. Et en fait, j'avais trouvé ça incroyable, le fait qu'en 45 minutes, il y ait une personne qui ne me connaissait pas, qui me fasse un virement de 1 500 €. C'était le prix que je vendais à l'époque. Alors qu'en plus, à cette époque-là, j'étais au chômage. Donc pour moi, 1 500 €, c'était vraiment beaucoup, beaucoup d'argent. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, vraiment, vendre, c'est puissant. Donc c'est pour ça que c'est très important, je trouve, de savoir vendre. Parce que finalement, savoir vendre, c'est ne plus avoir peur de manquer d'argent. Et ce jour-là, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, en fait, je trouverai toujours un moyen d'avoir de l'argent. Donc, au-delà de la compétence que ça vous amène, c'est surtout aussi la paix que ça peut vous apporter. Encore une fois, comme hier, la phrase de Mère Teresa, la vie est un jeu, alors joue-le. Alors pour moi, la vente, c'est aussi un jeu. Et c'est un jeu qui se joue en 2 temps. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter ces deux temps-là, ces 2 jeux, les 2 systèmes sur lesquels vous pouvez jouer avec la vente. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est la base de la vente, les 2 jeux de la vente. Donc dans le jeu 1 en premier, le jeu 2 en deuxième. Dans le jeu 1, donc vraiment, on va voir ce que les gens achètent vraiment, les 6 besoins humains et états émotionnels, la tension et la pression interne, l'île du paradis et celle de l'enfer, les 2 choses que vous devez faire pendant un appel de vente, l'échelle des croyances. Donc là, je vais vous expliquer un modèle mental que moi j'utilisais et qui est assez puissant, les 7 croyances que votre prospect doit avoir pour acheter, comment Socrate va nous aider à construire ces 7 croyances, pourquoi la maïotique c'est puissant et comment on fait ça en sales. Et ensuite le jeu 2, la différence entre les bons vendeurs et les vendeurs d'élite, les mythes classiques autour de la vente, les 3 frames gagnantes à tenir pendant vos appels de vente, les 2 émotions que vous devez transférer, comment être en état de flow et certains rituels de high performance. Programme assez chargé, j'espère que vous allez kiffer. Donc revenons à la base. Ce que j'expliquais hier, c'est la base de la vente. Vous avez la situation actuelle, la situation désirée. Et c'est pour ça que les gens, ils ont besoin de vous. On a un petit stimulus qui est le message marketing. Ça, c'est un peu pour resituer à quel moment intervient la vente. Et le stimulus, il crée de l'agitation entre ces 2 situations. Et vous, votre appel, le but, c'est d'amener de la clarté et de réussir à créer de la séparation entre ces 2 situations-là. Et votre offre, c'est juste comment est-ce que vous allez faire le pont entre ces 2 choses. Donc la science de la conversion, c'est de séparer la situation agitée en 2 situations séparées. Et une fois qu'on a clairement la situation actuelle et la situation désirée, vous pouvez vous positionner comme le véhicule, comme le pont entre ces 2 situations. Et les vendeurs d'exception, c'est ça, ils séparent la situation agitée en 2 situations distinctes. Et les vendeurs d'exception ne vendent pas des choses, ils vendent des futurs. Donc le premier jeu que vous devez maîtriser en vente, c'est celui de l'extérieur, on va dire c'est la technique, c'est de façon générale un peu ce que vous dites. Donc qu'est-ce que les gens achètent vraiment? Les gens, ils n'achètent pas à cause de votre offre, ils n'achètent pas à cause de vous, ils n'achètent pas à cause de votre entreprise, de votre marque, ni à cause de votre témoignage, mais en fait ce que les gens ils achètent, c'est des états émotionnels. Et en fait les prospects, que ce soit dans leur situation actuelle ou dans leur situation désirée, moi je trouve qu'il y a toujours 2 niveaux. Il y a un niveau non émotionnel, un niveau émotionnel, un niveau non émotionnel et un niveau émotionnel. Et ce qu'il faut réussir à faire, c'est aller chercher le niveau émotionnel. Ces niveaux-là, je trouve qu'on peut les lier aux 6 besoins de Tony Robbins. Selon Tony Robbins, il y a 6 grands besoins. La certitude, la variété, le sens, la croissance, la contribution, l'amour et la connexion. On peut mettre ces 2-là un peu ensemble. Et la certitude et le besoin de sens, c'est toujours les 2 besoins les plus importants. Pour vous donner un exemple de ce que c'est non émotionnel et émotionnel, si on prend par exemple un entrepreneur dont l'entreprise est en difficulté, sa situation actuelle, factuelle, non émotionnelle, ce serait ça.
lead flow inconsistant, revenu inconsistant, manque de prédictabilité, etc. Et en fait, ça va avoir un impact sur 6 niveaux. Donc ça va créer de l'incertitude, donc de l'anxiété qui vient du fait que l'entrepreneur ne sait pas d'où le prochain lead, le prochain client va venir. Ça va créer du manque de sens, parce que cette personne, elle gagne moins d'argent que les autres entrepreneurs, elle n'a pas l'impression de contribuer à aider sa famille. Ça a créé aussi du manque d'amour et de connexion, parce que sa femme, sa famille lui met la pression pour régler ça ou trouver un job. Un manque de croissance, parce que, par exemple, cette personne, elle est bloquée, elle en est exactement là où elle en était il y a un an. Et manque de contribution aussi, passionné par ce qu'il fait, mais n'aide pas les clients qui auraient besoin de lui. Et si on doit lier ça à une situation un peu plus la situation désirée, la situation émotionnelle, c'est exactement le contraire. Revenu consistant, lead flow consistant. Et au niveau des émotions, qu'est-ce que ça donne? Plus de certitude. La personne, elle sait exactement d'où va venir ses prochains clients. Il a du contrôle sur ses revenus. Il inspire ses pairs par ses résultats. Amour et connexion, sa femme ou son mari l'aime, le soutient, le félicite. Croissance, atteint des records qu'il n'avait jamais atteints avant. Contribution, plus d'impact, etc. Et donc, en fait, ce qu'il faut, c'est bien comprendre ces 2 états. Et en fait, la différence entre ces 2 états, c'est ce qui crée de la pression et de la tension. Et en fait, en sales calls, il faut réussir à créer ça. Il faut réussir à créer une tension saine entre de la pression interne et de la pression externe. Et en fait, la pression interne, c'est le fait d'être pressé à faire quelque chose pour nos propres raisons. Donc ça vient de nous. Et la pression externe, c'est d'être pressé à faire quelque chose pour les raisons de quelqu'un d'autre. Donc c'est par exemple, c'est là qu'on va mettre un incentive. Et c'est pas mauvais en soi de mettre de la pression externe, mais c'est juste savoir bien quand l'utiliser. Comment est-ce qu'on fait pour créer de la pression interne? Donc c'est que le mieux on définit la situation actuelle et la situation désirée, plus clair est le chemin entre les deux, et donc mieux c'est. Et moi, comme je me vois les choses maintenant, c'est que je me dis toujours, on a d'un côté l'île du paradis, c'est la situation actuelle finalement. Et en fait, non, c'est pas exactement situation actuelle, situation désirée, mais on a l'île du paradis, ce serait la situation désirée, et l'île de l'enfer, ce serait la situation actuelle. Et en fait, mieux on arrive à avoir ces 2 îles, à sentir l'espace entre les deux, mieux c'est. Et parce qu'en fait, quand on crée la pression interne de la bonne façon, le prospect, il a tendance à résoudre ce type de tension. Et si c'est bien fait, c'est là où la personne, elle achète votre offre ou votre produit. Donc encore une fois, ça revient toujours à réussir à bien définir les choses. Donc réussir à définir ces 2 îles. Ce qui est bien, c'est d'utiliser des nombres, des résultats qui sont spécifiques. Par exemple, ça peut être, pour une niche comme la nôtre, c'est sur les revenus. Ok, combien est-ce que tu veux gagner par mois? Combien est-ce que tu gagnes actuellement? Si vous êtes dans la perte de poids, c'est combien tu gagnes par mois, combien tu veux gagner actuellement. Et si vous n'êtes pas dans des niches où c'est aussi évident, il y a toujours en fait un nombre que vous pouvez réussir à définir. Ça peut être le niveau de liberté, ça peut être les relations actuelles, mais il y a toujours un chiffre. Et c'est bien de réussir à trouver ce nombre-là. Si vous ne réussissez pas à trouver de nombre, vous pouvez essayer d'utiliser des détails spécifiques. Par exemple, qu'est-ce que vous pouvez sentir, voir, toucher? À quoi va ressembler une journée typique pour eux? À quoi ressemble une journée typique actuelle? À quoi ressemblerait une journée typique vraiment parfaite? Par exemple, ça c'est quand c'est des phrases, des questions que vous pouvez poser quand vous avez envie d'aider les gens à ressentir certaines émotions. Par exemple, réexpliquez-moi le moment où vous avez décidé de quitter votre job. Comment est-ce que c'était? Qu'est-ce que c'était le plus dur? Racontez-moi ce qui s'est passé, pour toujours aller en fait beaucoup chercher les émotions. Et le mieux en réalité, c'est quand vous réussissez à faire un mix entre les deux, ou à faire les deux tout simplement, à trouver un nombre et des détails spécifiques. Et ensuite, une fois que vous avez bien réussi à définir ces 2 îles-là, c'est juste que vous et votre offre, ça doit devenir la seule option possible vers ce que j'appelle l'île du paradis. Et une fois que vous avez réussi à expliquer ça, c'est dans ces moments-là que le prospect, vraiment, il va vouloir passer à l'action pour résoudre cette tension. Mais en fait, la subtilité, c'est que ce n'est pas forcément parce que le prospect veut passer à l'action qu'il va forcément passer à l'action avec vous. Et en fait, la clé, c'est de réussir à construire un pont avec vous, que ce pont ce soit le plus facile à prendre et que ça détruise donc tous les autres ponts. Donc vous pouvez un peu voir les choses comme ça. Les 2 seules choses que vous avez à faire pendant un appel de vente, c'est de comprendre si oui ou non et comment vous pouvez aider votre prospect. Donc pour ça, bien comprendre sa situation actuelle, sa situation désirée, et ensuite d'éliminer toutes les objections avant le close. Ça veut dire détruire toutes les autres possibilités d'y accéder. Si on devait faire un petit dessin niveau maternel, ce serait ça. Situation actuelle, situation désirée, enfer, paradis, votre pont. La compétition, c'est juste les autres ponts. Et en fait, le petit requin, c'est les objections. Et le but,
Donc c'est dans un premier temps, on crée une image super claire. Dans un deuxième temps, on détruit les autres options. Dans un troisième temps, on neutralise les requins. Et ensuite, dans un quatrième temps, on montre clairement que votre pont est le plus safe, le plus fort et le plus rapide. Si je devais expliquer à mon neveu qu'est-ce que c'est vendre, je pense que je lui expliquerais un petit peu comme ça. L'échelle des croyances. Donc là, c'est un modèle mental que j'utilise pour réussir à vendre. L'avantage d'un modèle mental, en fait, c'est juste une explication de la façon de penser, de réfléchir de quelqu'un. C'est un peu essayer de comprendre comment est-ce que son monde il fonctionne. Je trouve qu'avec les modèles mentaux, c'est toujours pareil, il n'y en a pas de parfait. Et certains, c'est juste qu'il y en a certains qui sont plus justes, plus précis que d'autres. Tous les modèles mentaux sont faux en soi, il n'y a rien qui est complètement parfait, mais c'est juste que certains sont utiles. Et l'échelle des croyances, par exemple, je trouve que c'est quelque chose qui est assez utile. Donc l'échelle des croyances, c'est un modèle simple et puissant qui permet de comprendre si oui ou non et comment on peut aider quelqu'un, et de clairement définir et séparer la situation actuelle de la situation désirée, et d'éliminer toutes les objections avant le close. Donc il y a 7 croyances que votre prospect doit avoir pour pouvoir acheter, ce qui fait aussi 7 raisons finalement pour lesquelles votre prospect déciderait de ne pas acheter. Et en fait, chaque objection que vous allez avoir pendant un appel de vente, il peut être lié à l'une de ces 7 raisons ou croyances. Et donc le but, c'est en fait de réussir à construire ces 7 croyances en utilisant certaines questions pour transitionner au moment du pitch, et qu'au lieu de devoir convaincre le prospect d'acheter notre produit ou notre service, le prospect s'auto-close. Donc c'est cette croyance qui reviennent en fait à casser cette croyance limitante. Et comprendre ces 7 croyances aussi, c'est ce qui donne plus de flexibilité pendant les calls et ce qui permet de naviguer pendant le call sans se perdre. Donc les 7 croyances, c'est la douleur, le doute, le coût, le désir, l'argent, le soutien et la confiance. Alors, le premier, il n'y a pas forcément d'ordre précis, mais c'est juste que c'est un peu comme une checklist et il faut que ces 7 croyances elles soient là. Le prospect, il doit croire, il doit comprendre qu'il a un problème qui l'empêche d'avoir ce qu'il veut. S'il n'y a pas de problème, de toute façon, il n'y a pas de vente. Et l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est résoudre des problèmes. Et donc tout l'appel, il doit tourner autour de ce problème. La douleur peut aussi être pensée entre le gap, c'est-à-dire l'espace qui est entre la situation actuelle et la situation désirée. C'est utile à comprendre, parce que parfois, le prospect, il n'est pas forcément conscient du problème qu'il a. Et donc c'est pour ça qu'on doit établir à la fois ce qu'il veut et ce qui l'empêche de l'avoir. Et si le problème, il n'est pas clair, ça ne sert à rien d'essayer de closer la personne, parce que le prospect ne voit pas la valeur, il ne voit pas le besoin d'investir, parce qu'il ne comprend pas comment est-ce que vous pourriez l'aider. Donc vous ne pouvez pas expliquer à quelqu'un comment l'aider si vous ne connaissez pas le problème, le gap qu'il y a. Et en fait, si vous ne réussissez pas à faire ça, la personne, elle ne vous voit pas comme une autorité de confiance qui peut le leader à résoudre son problème. Deuxième croyance, c'est le doute. Le prospect, il doit croire, il doit comprendre qu'il ne peut pas résoudre son problème tout seul, ou qu'essayer de le faire, ce sera un gâchis de temps et d'argent. Et il y a un concept que j'aime bien, c'est ce qu'on appelle la pocket d'achat, donc la poche d'achat. C'est l'endroit dans lequel votre prospect comprend que leur transformation est possible, mais seulement avec votre aide. Pourquoi est-ce que c'est important ? Parce qu'on sait que la personne achète, mais ça, c'est le pourquoi elle achète avec vous plus spécifiquement. Et en fait, la pocket d'achat, si je devais faire un petit schéma, ça ressemblerait à ça. Il faut que à la fois la personne, elle pense... Enfin, il ne faut pas que la personne pense que c'est impossible, il ne faut pas que la personne pense que c'est possible seule. Et donc, c'est là où on peut utiliser le doute. Vous savez, quand vous posez la question dans le script, mais qu'est-ce qui vous empêche de réussir à faire ça tout seul ? Mais en fait, si la personne, elle vous répond... il n'y a rien en fait qui m'empêche de réussir à faire ça tout seul. C'est là où en fait il faut utiliser cette croyance-là, il faut créer du doute. Mais le danger, et c'est là où il y a un peu de subtilité, c'est que parfois le doute il est déjà là et donc ça ne sert à rien de trop en rajouter. Voilà pour le doute. Ensuite le coût. Donc le prospect doit croire, comprendre que ne rien faire est plus douloureux que l'investissement en temps, en argent requis pour régler le problème. Et donc c'est ce qui élimine l'objection du temps et ce qui crée de l'urgence. Donc la douleur actuelle et future de ne rien faire doit être beaucoup plus forte que le temps argent requis pour votre produit pour que le prospect passe à l'action. Quatrième croyance, le désir. Le prospect doit croire, comprendre que résoudre le problème va lui donner un meilleur futur. Donc ça rejoint l'île du paradis. Donc là, on veut savoir ce qu'il veut, pourquoi il veut ce qu'il veut, un chiffre lié à ce qu'il veut, comment avoir ce qu'il veut impacterait une autre partie de sa vie. Et en fait, quand on réussit à faire ça, on réussit à augmenter
le gap entre la situation actuelle et la situation désirée. L'argent, c'est la croyance que le prospect a des ressources et la volonté de résoudre le problème. S'il n'a pas les ressources, à ce moment-là, c'est juste une condition, pas une objection. Si pas la volonté, alors retour à coût pas assez élevé. Et c'est parfois bien de garder cette dernière croyance pour la fin. Sinon, ça peut un peu créer du désordre pendant tout le call. Numéro 6, le soutien. C'est la croyance que les personnes autour de lui, donc son épouse, son partenaire de façon générale, le soutiendra pour résoudre ce problème. Et ça aide à contrer l'objection épouse-partenaire. Dernière croyance, la confiance. C'est est-ce que votre prospect voit votre solution comme clairement, ça c'est 3 mots qui sont clés, différentes, uniques, supérieures à toutes les méthodes qu'il a essayées dans le passé. Et ça les aide à voir rationnellement pourquoi est-ce que cette fois ce sera différent. Différent, unique, supérieur, c'est ce qui permet de créer la confiance. Si vous réussissez à faire ça, c'est très important. Vous savez, ça c'est vrai pour le marketing, mais c'est vrai aussi pour la partie vente. En fait, c'est pas parce que quelqu'un, par exemple, il essaie de perdre du poids, il a acheté un programme avant, qu'il ne va pas réessayer. Et en fait, c'est ça qui est plutôt bien, c'est qu'en fait, les personnes, elles se disent souvent, en fait, si ça n'a pas marché, ça vient peut-être pas de moi, ça vient peut-être du programme et de la méthode qu'on m'a enseigné. Et c'est ça la clé du marketing. Et c'est pour ça qu'il y a des niches qui marchent toujours, en fait. Par exemple, la perte de poids, c'est une niche qui marche, je sais pas, depuis toujours. Et en fait, le marketing, c'est comme ça qu'on se renouvelle parce qu'on essaie juste de changer la méthode. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a plein de personnes qui peut-être ont fait des programmes qui ne marchent pas avant, mais ce n'est pas forcément une mauvaise chose en soi. C'est juste qu'il faut en être conscient et montrer que notre programme à nous, il va être différent, unique et supérieur. Et donc, il y a toujours 2 ventes à faire. C'est la vente sur votre méthode et la vente sur votre produit. Par exemple, ClickFunnels, vous savez, c'est un logiciel qui est utilisé pour créer des funnels. Et en fait, tout leur marketing, il est orienté autour de ces 2 choses-là. Parce que la clé pour avoir plus de clients, c'est de créer un funnel qui est scalable. Et le seul moyen de faire ça, et le meilleur moyen de faire ça, en fait, c'est avec ClickFunnels. Et en faisant ça, ils ont gagné des centaines de millions. Donc toujours vous, dans votre méthode, votre produit, essayez de penser à ça. Comment est-ce qu'on fait pour construire ces croyances? Et c'est là où on va utiliser Socrate. Alors, on m'enlève ma presse là. Ok, donc je reprends au niveau des croyances, donc voir ces croyances comme une checklist. Et si on check tout avant de transitionner vers le close, alors il y a de fortes chances que la personne achète. Comment est-ce qu'on fait pour construire ces croyances? On utilise le dialogue socratique. Et la maïotique de Socrate, c'est juste ça. C'est de poser les bonnes questions pour aider le prospect à venir de lui-même à la conclusion qu'il faut qu'il achète votre produit ou votre service. Et en fait, ce qui rend la maïotique de Socrate aussi puissante, c'est le biais de consistance. C'est en fait lorsque le prospect il exprime ces 7 croyances, non seulement il vous les exprime à vous, mais plus important encore, il les exprime à lui-même. Et c'est important parce qu'un des plus gros drivers du comportement humain, c'est d'être et d'apparaître consistant. Donc Socrate, l'échelle de croyance, le prospect il a envie d'être congruent avec lui-même, et en fait c'est dans ces cas-là que la personne, elle s'auto-close, et en fait le closing il est presque sans objection. Et les meilleurs closers, en fait, ils peuvent gérer les objections, mais généralement, ils n'en ont pas, ou simplement, c'est des trucs de logistique. Trouver le bon timing pour que la personne, elle rentre, trouver le bon plan de paiement qui marche. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont tout fait de la bonne façon avant le close. Donc, toute cette partie-là sur l'échelle des croyances, où est-ce qu'on le fait dans le script? C'est pendant la partie découverte. Encore une fois, l'ordre, il n'est pas ultra important. Le script, de toute façon, respectez-le, et vous allez voir, il est lié de toute façon à ces 7 croyances. Donc ça, c'était le premier jeu à jouer. C'est un jeu un peu plus technique. C'est le jeu, je trouve, extérieur. Et vous avez un deuxième jeu à jouer, qui est celui de l'intérieur. Et en fait, on pourrait appeler ça, en anglais, ils disent the inner game. C'est le jeu intérieur de la vente. Donc ce qu'on va voir, c'est juste quelques mythes classiques sur la vente, les 3 frames gagnantes à garder pendant un appel, les 2 émotions à transférer sur votre prospect, comment être en état de flow, et certains rituels. Donc juste pour ceux qui auraient quelques idées préconçues sur la vente, dans ce qu'on se dit souvent, c'est il y a besoin d'être high energy, extraverti, de mettre la pression, etc. Moi, je ne suis pas quelqu'un de spécialement extraverti. Je ne suis même pas sûr que ces concepts ils soient réels de toute façon, mais ce n'est pas lié à ça. Les meilleurs closers que je connais, on ne les définirait pas forcément comme extravertis. Il ne faut pas essayer... de faire croire que vous êtes en fait, dans les frames à avoir, il ne faut pas juste essayer d'être un vendeur, mais plus se voir comme un expert, comme un conseiller. Et souvent, les meilleurs vendeurs,
c'est des meilleurs experts, parce que c'est ceux qui vont poser les meilleures questions. Et en fait, c'est à ça que quelqu'un voit qu'il est très fort. Vous savez, par exemple, les meilleurs avocats, je ne suis pas sûr qu'ils soient forcément meilleurs en vente, mais moi, quand j'ai fait des calls avec des avocats qui étaient très bons, en fait, je me suis dit, le mec, il est super bon et j'ai envie de travailler avec lui, juste parce qu'il m'a posé des questions que les autres avocats ne me posaient pas, par exemple. Je me suis dit, OK, pour que lui, il me pose cette question sur ma situation, qui est un point ultra précis, ça veut dire que le mec doit être très fort. Et du coup, il ne m'a pas fait de pitch, il ne m'a pas fait de choses comme ça, mais juste comme ça, je me suis fait, c'est comme ça qu'on pourrait dire, je me suis fait closer. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour devenir un expert? Il n'y a pas de 10 000 façons de le faire, il faut vraiment devenir un expert, et c'est comme ça ensuite qu'on peut avoir un comportement qui inspire confiance, qui montre notre expertise, qui apporte de la valeur. Et en fait, quand quelqu'un vous perçoit comme un conseiller qui est vraiment fiable, c'est à ce moment-là que les barrières, elles tombent. Autre idée préconçue, que les hommes sont des meilleurs vendeurs que les femmes. Franchement, c'est pas une question de genre. Moi, je trouve que c'est plutôt une question d'énergie. Énergie féminine, masculine. Il faut juste être capable de bien utiliser les deux avec équilibre. Et quand vous savez faire ça très bien, il n'y a pas de souci. Nous, dans notre équipe de vente, il y a une femme et elle est très forte aussi. Autre point, cette idée que les vendeurs seraient nés, pas créés. Moi, je pense que c'est faux. Je pense que c'est comme tout. Il y a des gens qui sont plus naturellement doués dans ça. C'est obligé. C'est comme quand on est au collège ou au lycée. Il y a des gens qui sont plus naturellement doués en mathématiques. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas devenir fort en maths. On n'a pas besoin de devenir genre le meilleur du monde en vente pour avoir des super résultats. Mais tout le monde peut devenir un bon vendeur. Moi, mon premier appel de vente, il était un peu catastrophique. Et pourtant, j'ai quand même réussi à devenir bon. J'ai réussi à devenir suffisamment bon pour l'apprendre à Edouard, pour l'apprendre ensuite à tous nos closers. Et en plus, après, pour réussir à vous l'apprendre à vous. Donc c'est complètement faisable. La vente, donc là, c'est ce que je disais juste avant, la vente, c'est un art qui s'apprend, pas un talent inné. On adore dire que quelqu'un, c'est un vendeur né, etc. Mais moi, à chaque fois que j'ai rencontré quelqu'un qui se définissait comme un vendeur né, c'était plutôt pas très bon. Et vous savez, quand on vous met dans la case de vendeur de voitures, vendeur de tapis, etc., c'est qu'il y a un truc qui cloche un peu dans la façon dont vous avez de vendre. Donc, le talent naturel, en plus, si vous êtes naturellement doué en vente, le talent naturel ne suffit pas. Pour vendre des produits complexes, il faut un peu plus que ça. Et ce qui va faire la différence, c'est toujours pareil, c'est vos compétences et pas vos gènes. Se dire qu'on est fait pour les sales ou pas, donc pareil, c'est se limiter, c'est vous coller une étiquette qui vous freine avant même d'avoir essayé. Ce serait comme vous dire je ne suis pas fait pour faire du vélo sans avoir essayé de pédaler. Et en fait, atteindre le top 5-10% des meilleurs vendeurs, c'est pas si complexe que ça. C'est juste une question d'effort et de pratique. Et avec dans l'entraînement, tout le monde peut devenir excellent vendeur. Et de toute façon, tout le monde vend déjà sans forcément s'en rendre compte. On vend tous les jours une idée, un projet, ou même soi-même. Et on vend tous depuis tout petit. Il y a un livre qui a été écrit par un prix Nobel d'économie qui s'appelle « Vendre est humain ». Et en fait, il explique dans ce livre-là que tout le monde est fait naturellement pour vendre. Parce que même quand on est un enfant, même quand on veut vendre une idée, etc., en fait, on le fait naturellement depuis tout petit. Donc vendre, ce n'est pas un don, c'est une compétence que vous pouvez apprendre et maîtriser. Et si vous y mettez de l'énergie, vous serez surpris par les résultats. Moi, il y a 4 ans, j'aurais jamais pu me dire que j'aurais réussi quelques années après à vendre 10 millions d'euros, alors que mon premier appel de vente, je l'ai pris il y a 4 ou 5 ans, peut-être 5 ans. Pareil, la vente, c'est pas manipuler, c'est guider. On pense souvent que vendre, c'est convaincre quelqu'un de faire ce qui n'est pas dans son intérêt, mais la vraie maîtrise, c'est l'inverse. C'est aider la personne à prendre la meilleure décision. Tout prospect n'est pas closable, mais chaque prospect peut être aidé. Et votre rôle, c'est de vraiment les guider vers leurs meilleures décisions. Donc, comment être sûr que vous les aidez vraiment? Donc, identifier leurs problèmes, écouter, poser les bonnes questions, apporter une solution, qu'elle inclut votre produit ou non. L'important, c'est de résoudre leurs problèmes. Donc, résolvez des problèmes, ne poussez pas des produits. Et si votre produit, il est adapté et fonctionne vraiment, alors vous servez votre prospect, vous apportez une vraie valeur. Donc, c'est comprendre, résoudre et servir. C'est ça, des ventes efficaces. Je sais qu'en vente, ce qui est dur, c'est l'ego, parce qu'on prend beaucoup de rejets. Vous savez, si vous avez un taux de conversion à 20%, c'est très bien, mais ça veut dire que 80% du temps, on vous dit non, et ce n'est pas toujours facile. Mais le rejet ne reflète pas votre valeur. Il ne faut pas mettre son estime personnelle en jeu à chaque appel. Le rejet, c'est plus lié à vos compétences, les blocages du prospect, ses peurs, ses hésitations, ses expériences passées, s'il a acheté plein d'autres programmes, s'il s'est fait arnaquer. Nous, dans la niche des thérapeutes, c'est des choses qui arrivent très souvent. Il y a
plein de thérapeutes qui se sont fait arnaquer avant. Donc ça, c'est pas facile. Et c'est ça qui fait que y en a qui sont bloqués, il y en a qui restent figés, et même avec le meilleur vendeur. Et après, parfois, ça dépend peut-être aussi de leur situation. Parfois, votre produit, il est tout simplement pas adapté. Et c'est OK. Donc, ne pas s'attacher aux résultats, se concentrer sur le processus, c'est-à-dire comprendre si vous pouvez aider la personne et comment l'aider, vérifier si la personne elle est prête à agir sur ce qui compte vraiment pour elle. Et votre objectif, c'est pas de vendre directement, c'est d'aider la personne à prendre la meilleure décision possible. Ce que je disais un petit peu ce matin, le client ne connaît pas toujours son vrai problème. On croit souvent que le client sait ce dont il a besoin, mais en réalité, il comprend souvent pas bien son problème et par conséquent, il se trompe sur la situation à adopter. Donc la vraie cause du blocage, c'est soit que le client ne sait pas identifier son problème, soit qu'il essaie de résoudre le mauvais problème. Donc servir à haut niveau, c'est ça, c'est identifier le vrai problème. Donc votre mission, c'est d'aller au fond des choses, de poser les bonnes questions et d'éclairer leur situation. Donc si vous pouvez les aider à comprendre qu'ils visent la mauvaise cible, vous avez déjà créé beaucoup de valeur. Le follow-up, ça c'est un art. Oui, c'est vrai que c'est embêtant si le prospect il a clairement demandé d'arrêter. Et faut pas, le but, c'est pas d'harceler les personnes, il faut respecter les limites des gens. Mais si on fait bien le follow-up, il peut vraiment y avoir une vraie valeur ajoutée. Et les meilleurs closers, c'est souvent ça aussi, c'est ceux qui font le meilleur follow-up. Mais en fait, le truc, c'est que le follow-up, ça dépend directement du call que vous avez fait et de comment est-ce que vous l'avez fait. Et cette relation de créer des relations avec les gens, je sais que quand on enchaîne les calls, parfois on peut peut-être avoir tendance à se dire que c'est juste des prospects, que c'est, vous savez, on voit les fiches Calendly, etc. C'est un peu toujours pareil, mais pas oublier que voilà, c'est un jeu où on essaie de se connecter avec la personne et que du coup il y a une personne en face de nous et que le but du jeu, c'est de créer une relation. Et c'est important surtout pour le long terme. Nous, il n'y a pas longtemps, avec Edouard par exemple, on voulait reprendre d'autres coachings de vente et voir d'autres choses différentes. Et du coup, on a recontacté le premier vendeur qui nous a appris à tout closer. Vous voyez, le mec, il est très fort là-dedans, c'est un excellent closer, mais aussi de créer des relations avec des gens. C'est-à-dire que comme on l'a aimé, finalement, on avait travaillé avec lui il y a quelques années, et là, c'est lui qui est revenu en tête, du coup, on a refait un call, etc. Et en fait, c'est ça, c'est juste cette idée de créer des relations avec les gens. Donc le follow-up bien pensé, c'est ça, la marque des vrais pros. Une erreur fréquente qu'on voit chez les vendeurs expérimentés, surtout dans le coaching, c'est un truc, il ne faut jamais tomber dedans, c'est refuser de faire une offre à un prospect qui n'est pas qualifié, juste parce que cette personne, on pense qu'elle n'aura pas forcément de succès. Et certains peuvent avoir tendance à décider à la place du client ce qui est bon pour lui ou pas. Alors que, en fait, ce qui est dur, c'est qu'il y a beaucoup de gens où on va se dire, je ne sais pas lui comment est-ce qu'il va réussir, mais franchement, ça arrive très souvent d'être super surpris. Nous, il y a des clients qu'on a eu dans Academy ou dans Ascension qui ont eu des résultats vraiment exceptionnels, et ce n'est pas forcément ceux sur lesquels au début on se serait dit je sens que lui il va avoir une croyance exponentielle. Donc sous-estimez pas la possibilité des gens à surmonter leurs obstacles. Et nous, c'est pour ça qu'on se dit toujours, ok, je ne sais pas comment elle va réussir, mais faut lui laisser sa chance et pas utiliser comme excuse non mais lui je lui fais pas d'offre parce que je pense que de toute façon ça marchera pas. Les 3 frames gagnantes. La frame, qu'est-ce que c'est? On en parle souvent. C'est le point de perspective soutenu par l'identité, les croyances et les valeurs. Donc je vais parler des 3 plus importantes selon moi. La première, c'est l'autorité morale. Donc c'est la grosse influence. C'est le fait d'avoir une énorme influence parce que le prospect comprend que vous pensez avant tout à leur intérêt. Par exemple, vos parents, ils ont une forte autorité morale. Un policier qui arrête un bus, le policier peut arrêter le bus comme ça parce qu'il a une forte autorité morale. Et ça, c'est vraiment la frame la plus forte. Comment est-ce qu'on fait pour l'avoir? Cette idée du dialogue socratique, l'écoute active, poser les bonnes questions, inspirer confiance, être un leader pour le prospect. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire être un leader pour le prospect? C'est le leader vers ce qui est le mieux pour lui. Ce qui est le mieux pour lui, c'est presque toujours hors de sa zone de confort. Et en fait, c'est ça qui n'est pas facile, c'est qu'il y a toujours une pression et une tension qui se crée, parce que le prospect, il aura toujours tendance à faire tout ce qui... Pas dans tous les cas, évidemment, mais à se battre en tout cas pour rester dans sa zone de confort. Donc quelque chose que vous pouvez faire pour avoir de l'autorité morale, et nous, des fois, c'est juste des petites phrases qui marchent, qui disent « Non, mais moi, je crois en toi et vraiment, je crois en ton projet. » Parce que finalement, la majorité des gens, ils ont juste 2-3 personnes dans leur vie qui croient plus en eux qu'eux-mêmes. Et il faut faire de son mieux pour rejoindre ce petit cercle en trouvant du talent en chaque prospect. Et si vous cherchez, vous trouverez. Et par exemple, nous,
quand on s'est fait avec Edouard, quand on commençait. Le deuxième programme qu'on a acheté, c'était justement ce vendeur, et c'est comme ça que je l'ai rencontré. Et quand on a fait le call, on était à 6 000 euros par mois. C'était le premier mois où vraiment on avait fait peut-être 6 000 euros. Et on était super contents avec Edouard. Et il nous a dit vraiment, vous pouvez aller à 100 000 euros par mois, parce que le chiffre le plus facile à faire, c'est 100 000 euros par mois. Et d'ici 6 mois, vous serez à 100 000 euros par mois. Et juste le fait que je me dise, lui, il a tellement d'expérience, c'est que s'il le dit, c'est que c'est vrai. Mais en fait, il a rejoint un peu ce petit cercle des personnes qui croient en nous. Et on se dit, ah ok, et évidemment, en plus, ça crée un peu un effet placebo, mais en tout cas, pour nous, ça a trop bien marché. Donc, pas hésiter à faire ça, utiliser cette frame et faire des grosses promesses aussi. Parce que l'avantage des grosses promesses, c'est que ça peut créer de l'effet placebo. Et ça marche très bien. La frame du prix, donc c'est la frame à tenir pour en avoir rien à faire du résultat, c'est un peu avoir cette I don't give a shit mentality, parce que de toute façon, il faut avoir cette idée que vous êtes le meilleur du monde dans ce que vous faites, que c'est la personne qui a besoin de votre aide, et que c'est dans ce sens-là et pas dans l'autre, qu'ils ont de la chance si vous leur faites une offre, et s'ils disent non, c'est dommage pour eux. Alors attention, faut pas tomber dans l'extrême en mode prétention, arrogance, etc. Mais c'est juste voilà, avoir ces idées en tête de se dire ok, c'est moi qui choisis de travailler avec eux, pas le contraire. Donc si on se détache du résultat, sur quoi est-ce qu'on met notre attachement? Donc 100% d'attache au processus. Et plus spécifiquement, c'est avoir la vérité sur la transformation que la personne veut, le problème face auquel la personne est et qui l'empêche d'y accéder, et s'il est vraiment engagé et qu'il y a un alignement entre mots et ses actions. Si vous avez bien fait le processus, c'est pas grave de ne pas closer, et ne pas oublier aussi de kiffer le process et de s'amuser. Cette frame du prix, elle se rapproche de la frame de l'expert. C'est la frame du docteur un petit peu. Voilà, vous pouvez essayer d'imaginer la posture d'un médecin dans son cabinet. Il écoute, il pose un diagnostic et il propose une solution. Et vraiment, l'objectif, c'est de devenir cet expert. Donc vous êtes expert dans ce contexte, vous avez un processus clair et approuvé pour déterminer quel sera le chemin le plus efficient pour que le prospect atteigne son objectif. Et votre frame sur le processus à suivre est plus solide que la leur. Le contexte va déterminer l'autorité. Comment est-ce qu'on fait pour devenir un expert dans votre domaine? Vous apprenez tout ce que vous pouvez sur votre secteur et le problème que vous résolvez. Vous maîtrisez votre produit et comprenez comment résoudre le problème. Étudiez vos clients, ça très important. Analysez ceux qui ont utilisé votre produit et qui ont eu les meilleurs résultats. Reconnaissez votre expertise. Vous avez eu des centaines de conversations, des centaines de patients, des centaines de clients et vu des dizaines de personnes qui ont réussi. Donc vous avez une capacité unique à reconnaître ces schémas-là. L'expertise inspire la confiance. En connaissant mieux le problème que vos prospects et en maîtrisant la situation, vous vous positionnez naturellement comme l'autorité. Un exemple qui me vient en tête, c'est moi, je sais quand je fais un call, notamment pour Ascension, en fait, vous savez que vous êtes très fort dans votre domaine et un expert quand vous arrivez à anticiper avant la personne les problèmes qu'elle va avoir. Et en fait, c'est un truc que vous pouvez utiliser sur le pitch et vous lui dites, par exemple, OK, dans un premier temps, on va résoudre ce problème-là. On va résoudre ce problème-là et après on va résoudre ce problème-là. Ça, c'est les problèmes que tu es conscient que tu as pour l'instant. On va les résoudre. Sauf qu'en fait, ce qui va se passer après, c'est que tu vas avoir ce problème-là, ce problème-là et ce problème-là. Et après, on va aussi les résoudre ensemble. C'est ça la frame de l'expert. Comment cultiver une conviction inébranlable? Donc la conviction, pour moi, c'est un des véritables facteurs X de la vente. C'est le fait de croire profondément en votre produit, en votre service, comme étant la meilleure solution pour passer de la situation actuelle, de leur situation actuelle à leur situation désirée. Et en fait, à compétence égale, le vendeur avec le plus de conviction, c'est celui qui gagnera toujours. Donc comment est-ce qu'on fait pour renforcer votre conviction? Et la vente, on pourrait dire, c'est deux gros piliers. On peut voir la vente de plein de façons, mais c'est les compétences et la conviction. Et en fait, quelqu'un qui est un vendeur très technique versus un vendeur qui n'est pas du tout technique, mais qui a beaucoup de conviction, bah, c'est toujours le vendeur qui a le plus de conviction, même s'il n'utilise pas de script, même s'il n'a pas de technique, qui gagnera versus le vendeur ultra technique. Sachant que dans l'idéal, il faut évidemment réussir à avoir les deux. Si vous êtes très technique et qu'en plus vous avez une conviction de malade mental, bah là vous devenez très 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 fort. Et les meilleurs vendeurs nous qu'on a, c'est ceux qui arrivent à avoir les deux. Le truc de la conviction, c'est que parfois elle va, elle vient. Et donc comment est-ce qu'on fait? C'est d'autant plus important quand c'est pas vous quand vous avez des closers, parce que quand vous êtes le fondateur, vous connaissez tellement par cœur votre produit, vous savez exactement comment tout faire,
que vous n'avez pas trop besoin de travailler sur votre conviction, peut-être un petit peu quand vous êtes au début et que vous commencez le closing, mais après c'est bien plus pour les closers. Donc c'est vendez ce qui vous passionne, choisissez un produit qui résonne avec vos valeurs, utilisez et testez le produit, donc soyez convaincus de son efficacité. Nous c'est ça qui est pas mal avec Ascension, c'est qu'on vous apprend à faire exactement ce qu'on fait et ce qu'on fait constamment. Donc par exemple quand je sais que en fait, on va, je sais pas, découvrir un nouveau truc sur les Facebook Ads. Je me dis, ah bah du coup, évidemment, nous, on le découvre pour nous, on va leur réapprendre. Donc le produit va devenir encore meilleur. Donc c'est ça que je veux dire quand je dis utiliser et tester le produit. Tu sais, genre, par exemple, nous, on voit, on dit, ok, ça, c'est nos ads qui sont gagnantes. Vous pouvez les réutiliser. Connaissez la concurrence, comprenez pourquoi votre solution est supérieure. Important, la concurrence, il ne faut pas être obsédé par ça, mais c'est juste bien, je trouve, de connaître son écosystème. Et évidemment, si vous voyez un de vos concurrents qui fait quelque chose de mieux que vous, il faut évidemment essayer de comprendre qu'est-ce que c'est son produit. Et moi, j'irais jusqu'à acheter vraiment le programme de tous mes concurrents. Bon, nous, dans notre cas, c'est tellement nul que ça ne sert à rien, mais vous pouvez le faire. Plongez dans la communauté de votre produit, connectez-vous à ceux qui l'impactent, rappelez-vous les témoignages, relisez les remerciements de vos clients pour rester motivés. Vous savez, nous, les victoires du vendredi, c'est un truc qu'on utilise beaucoup. Pas tant pour le marketing, mais pour nos vendeurs. Et du coup, dans le Slack, une des missions de Thomas, c'est ça, tous les jours, de repartager les victoires des clients pour que voilà, les gens, tous les gens de la team de façon générale, bah, ils gardent en tête pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait, pourquoi est-ce que tous les jours on travaille, etc. C'est super important. Et faites-vous confiance, engagez-vous toujours à agir dans le meilleur intérêt de vos clients. Les témoignages, donc les victoires du vendredi, c'est pour ça que c'est aussi cool en vrai. C'est parce que ça peut servir votre marketing, mais aussi pour vous, pour renforcer la conviction. Quand vous avez des journées dures, et je me souviens avec Edouard, c'est ce qu'on faisait parfois au début, c'est le vendredi, c'est la fin de la semaine, on n'a pas beaucoup closé, on ne comprend pas qu'est-ce qui s'est passé. Et du coup, on perd, ça va vite en fait. Ce qui est marrant, c'est que ça va vite de perdre foi un peu en son produit, surtout quand on est au début. Et du coup, quand on est au début en tant que fondateur ou en tant que closer qui arrive dans une équipe, et juste faire un tour sur ces pages, regarder même les anciens témoignages, etc., ça fait beaucoup de bien. Donc mettez-vous un haut standard, soyez un leader pour vous-même. Si vous ne pouvez pas vous guider, vous ne pouvez pas guider vos clients. Comment garder la frame tout au long du call? Donc on prend le lead du call dès le début, vous savez, on impose notre frame, on donne aucun conseil sans avoir bien analysé et compris la situation de la personne, on laisse le prospect prendre conscience de sa douleur, on ne porte pas de jugement sur notre prospect, on ne laisse pas notre ego entraver notre processus. Et des choses, travailler sur la cadence, la tonalité, faire des silences, faire des pauses, limiter les interruptions, avoir une tonalité descendante ou stable, pas vers le haut. C'est des choses, c'est un peu des détails, mais ça joue quand même. Faire des questions courtes et précises. Toujours dans cette idée d'essayer de parler le moins possible. C'est pas souvent quand les gens ils parlent beaucoup, ça peut être un signe de stress. Et du coup, en fait, c'est comme ça aussi que vous allez un peu perdre votre frame. Et les meilleurs sales calls, ceux où ça se passe le mieux, c'est généralement les sales calls où vous parlez le moins. Donc 2 émotions absolument à transmettre à votre prospect pendant le call. La clarté et la certitude. Pourquoi est-ce que ces émotions elles sont importantes? Parce que la clarté mène à la certitude, et la certitude, c'est ce qui permet à notre prospect de prendre des actions décisives. Comment on fait pour créer ces 2 émotions? Donc au niveau de la clarté, il faut être sûr de bien comprendre la situation actuelle et la situation désirée. Donc au niveau de surface le plus émotionnel, créer ce dont je parlais avant, la poche d'achat, installer les croyances émotionnelles, douleur, coût, désir, etc., pour créer de la séparation. Et ensuite, on leur présente notre produit, notre méthode, notre pitch, qui respecte ça. Il faut que ce soit nouveau, unique, différent, supérieur, qui explique pourquoi les précédentes tentatives n'ont pas fonctionné, qui donne des résultats rapides, tangibles, spécifiques et qui s'inscrit dans le temps, et qui élimine aussi la peur du succès. Pour la certitude, donc la clarté mène à la certitude, et la certitude permet au prospect de prendre des actions décisives. Pourtant, la peur et le doute et la méfiance, c'est ce qui peut venir un peu entraver tout ça. Comment est-ce qu'on construit cette conviction? Donc, ce que je disais juste avant, donc la conviction au niveau du produit, donc témoignage, victoire quotidienne, etc. Avoir confiance en sa capacité à bien faire les choses, réussir à entrer dans un état de flow lors de vos appels, qui est lié au fait de travailler sur soi, de respecter ce qu'on dit, de faire le Quantum Playbook, de faire tous les exercices de mindset que je donne avant. Pour ça, c'est toutes ces choses-là, toutes les choses que j'ai dit avant, c'est ça ce qui va vous permettre de rentrer dans un état de flow. Entrer dans le flow, c'est ce qui nous donne un sentiment d'assurance, un sentiment de calme et de certitude sous pression. Le flow, c'est quand vous réussissez à tout closer. Je me souviens quand Edouard il a commencé, vous savez, c'était marrant, on était à nos tout débuts,
Et on avait nos chambres les unes à côté des autres, et c'était dans notre appart. Du coup, le mur était très fin, donc j'écoutais ces calls. Et en fait, je savais quand on arrivait vers le 45 de l'heure, donc 10h45, 11h45, c'était le moment du close. Du coup, j'enlevais mes écouteurs et j'écoutais. Et Edouard, vraiment, il y avait des journées où il allait tous les closer back to back. C'est-à-dire, je sais pas, il pouvait avoir 5 calls d'affilée, il allait tous les closer. Et c'est ça, réussir à entrer dans un état de flow. Je crois que dans notre team, le record de close en une seule journée, c'est 8 ou 9 closes. Donc c'est énorme. 8 ou 9 clauses. Et évidemment, il n'y a pas que des one-call clauses, il y a des follow-up, etc. Mais il y en a qui ont réussi à faire ça et qui ont réussi à le faire plusieurs fois. Donc c'est ça qui est fou. Donc, et ça, je pense qu'on a réussi à faire ça quand vraiment on entre dans un état de flow. C'est un peu, on a un effet tunnel qui se passe. Donc pour rentrer dans le flow, placez votre attention et votre énergie sur le prospect et sur ses mots. Libérez-vous de la pression, sortez de votre tête et faites-vous confiance. Vous ferez spontanément ce qu'il faut dans l'instant. Et si vous êtes dans votre tête, vous êtes mort. Laissez-vous guider par le plaisir du processus. Donc, petit rappel, quels sont les frames que j'ai retenus sur les appels et quels sont ceux que je n'ai pas retenus? Ça, c'est des questions que vous pouvez vous poser. Donc, frame de l'expert, prix, autorité morale. Est-ce que j'ai fait preuve de clarté lors de mes appels? Séparation, poche d'achat, croyance émotionnelle, l'offre, le pitch. Est-ce que je l'ai bien je l'ai bien positionné comme un bridge logique et émotionnel? Est-ce que je m'efforce de renforcer ma certitude quotidiennement? Ou est-ce que je suis constamment dans ma tête lors de mes appels? Ou est-ce que je suis bien vraiment concentré sur le prospect? Au niveau de la gestion d'énergie, c'est ça aussi qui va vous permettre de rentrer dans le flow. Et nous, dans les one-one qu'on fait avec les sales, c'est des choses qu'on va essayer de checker pour réussir à anticiper les problèmes. Et en fait, vous pouvez checker ces problèmes au quotidien à travers ce que j'appelle les EOD, les End of the Day Report. C'est juste quand ça, vous commencez à avoir des teams ou des daily meetings. Donc comment est-ce qu'on fait pour gérer son énergie? Donc c'est sur 3 plans, physique, émotionnel et mental. Niveau physique, les choses qui jouent le plus, c'est l'exercice, la nutrition, le sommeil, l'hydratation, la méditation et la routine. Au niveau de l'émotionnel, c'est réussir à comprendre, mais ça marche pour vous et pour les gens de votre équipe, quel est leur état émotionnel actuel ou en général? Comment est-ce que ça va sur le plan perso? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'empêche d'être pleinement focus avec nous? Ton copain, ta copine? Nous, c'est un des trucs, qui a le plus d'impact sur la performance d'un sales, c'est s'il est mal dans son couple. Ça peut être très... Enfin, on le sent tout de suite. Donc c'est important de bien connaître la vie perso des gens de votre équipe, notamment des sales. En fait, sales, c'est un métier qui est très très exposé, parce que c'est beaucoup de chiffres, et c'est vraiment dans l'ultra-performance. Il faut tout le temps être dans l'ultra-performance. C'est pour ça que être sales, c'est quand même assez difficile. Au niveau du mental, toujours travailler sur sa vision et sa clarté. Est-ce que vous avez des objectifs clairs, des réelles motivations derrière ces objectifs? Est-ce que vous avancez vers vos objectifs? Est-ce que se trouver un équilibre entre une vision ambitieuse, mais pas trop? Parce que si elle est trop ambitieuse, on ne sait pas comment l'atteindre du tout. Et si on ne voit pas le pont, ça ne sert à rien. Pas assez ambitieuse, ça veut dire plus faible que votre situation actuelle ou juste ennuyeuse. C'est important... quand vous allez avoir des sales, nous, il y a des sales qui n'étaient pas mauvais, qui étaient moyens, et c'était assez marrant. Et en fait, c'est parce que, par exemple, je ne sais pas, un de leurs objectifs, c'était juste eux, ils étaient contents avec 3, 4, 5 000 euros par mois. Et du coup, si vous avez quelqu'un qui se contente de ça, lui, il n'a pas de raison, du coup, de closer de façon exceptionnelle, parce qu'en fait, ça ne lui dit même pas. Donc, c'est pour ça, de bien travailler sur votre vision à vous, et sur la vision, après, quand vous avez des closers. Quelles sont les valeurs sur la façon dont vous faites les choses? Est-ce que vous les respectez? Est-ce que vous sentez que vous progressez, que vous devenez meilleur? Est-ce que vous identifiez le gap qui reste à combler? Quels sont vos inputs aussi? Plus vous recevez d'informations et de feedback, plus vous serez capable d'exceller dans ce que vous faites. Des bons inputs, c'est des bonnes choses à se mettre dans la tête. C'est les victoires de vos clients, regarder des calls de vente, bien connaître votre écosystème, travailler sur soi évidemment. Les mauvais inputs, c'est des distractions, des clients énervés, etc. Sur les clients énervés, c'est normal que des fois vous en ayez, mais il faut bien contrebalancer ça avec lire des victoires et tout pour se mettre des bonnes choses dans la tête. Rituels et routines de haute performance. Donc les routines devraient se construire autour de l'objectif que vous optimisez. Et sur la partie sales, ce qui a marché pour moi, c'est juste ça. Donc le matin, levez-vous tôt. Vous n'avez pas besoin de vous lever super tôt, mais juste se lever avant ces calls pour réussir à être en forme et alerte. Lire, moi je sais que tous les matins c'est dans ma routine, c'est quelque chose que je fais. Je lis un truc, je lis un livre et juste ça me fait du bien. Faire du sport, maintenant je le fais plutôt l'après-midi, mais un truc qui est pas mal, vous savez, c'est beaucoup d'écouter ces calls gagnants. Si par exemple à un moment vous avez
je sais pas, vous êtes dans une passe où ça close moins bien, c'est pour vous et pour vos closers. Réécoutez vos calls gagnants, ça c'est super super important et ça marche très bien. C'est ce qui fait des good inputs, des bons inputs, des exercices de respiration, de méditation, ça marche toujours bien. Surtout quand vous êtes en sales parce que vous êtes tellement exposé, vous savez, aux problèmes, aux désirs, aux peurs des gens, qu'en fait il faut rester super super ancré. Et méditer, ça aide à rester ancré et à se concentrer et à connecter avec la personne. Le soir, toujours ce qui est bien, planifiez votre journée du lendemain, regardez ces calls tous les soirs. Genre, vous dites, OK, les calendriers de demain, c'est ça. Nous, maintenant, c'est quelque chose qu'on fait avec toute la team. On dit, OK, ce call-là, demain, tu peux le closer à 30%. Ce call-là, OK, va être un peu plus dur, 20% de chance de le closer, etc. Ça aide. Mettez à jour vos projections, donc c'est savoir OK, où est-ce que j'en suis sur ma sales tracking sheet. Très important que toute cette partie admin, elle soit tout le temps super clean et dormir à la même heure tous les soirs.